Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, cher Alexei, comme vous l'a dit Monsieur Troubetskoy, je ne vous dirai que quelques mots, tout simplement pour vous dire que quand Alexei Pouchkov m'a demandé de préfacer cet ouvrage, je l'ai tout de suite accepté. Parce que je le connaissais, que je l'appréciais en tant que parfait francophone et très bon connaisseur des relations internationales et de la vie politique française. On ne peut pas le prendre au dépourvu sur ces questions. Donc j'ai accepté et j'ai quand même demandé qu'il me communique les épreuves, ou en tout cas le projet du livre. Je l'ai donc lu attentivement. Et j'espère que c'est le livre qui a été publié. Je confirme. En tout cas, je me suis régalé, car je crois que seule la connaissance de l'histoire peut permettre d'appréhender les questions politiques. Et nous avons là une rétrospective tout à fait remarquable des années écoulées depuis la chute de l'URSS, depuis 1991 et même un peu avant, parce que Alexei Pouchkov commence par s'interroger sur la façon dont Gorbatchev a mené les affaires. Selon lui, il n'a pas pris en compte les intérêts de l'État russe. Je ne crois pas travestir sa pensée. Je pose simplement la question de savoir s'il était possible de défendre les intérêts de l'État russe, et en même temps de changer complètement un mode de production. On sait que c'est quand même très difficile. Est-ce que les privatisations gigantesques qui ont été opérées dans la décennie 1990 et les changements géopolitiques étaient en quelque sorte conciliables avec une défense plus accentuée des intérêts de l'État russe? Ayant lu M. Gorbatchev qui dit lui-même qu'il n'avait pas prévu la chute du mur de Berlin, quand il a dit à Erich Honecker, celui qui arrive trop tard et puni par la vie, lui aussi finalement a été en quelque sorte emporté dans ce que vous appelez le torrent. C'est un torrent. Donc il faut aussi s'incliner devant ces phénomènes historiques gigantesques. Ensuite vient la période de M. Yeltsin. On peut s'interroger sur le fait de savoir si la relative confrontation qui s'est manifestée entre l'Occident et la Russie depuis surtout les dernières années était inévitable. Ou si elle est faite de beaucoup de malentendus, comme je le crois, et comme l'a dit d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron lui-même. Il y a eu des malentendus. Un bon exemple est par exemple ce qui s'est passé à Kiev au moment de ce qu'on appelait la révolution de Maïdan, que les Russes soient plutôt pour un coup d'État. Disons que la garantie donnée par nos trois ministres, polonais, allemands et français, n'a pas tenu parce qu'il n'y a pas eu de suivi, il faut bien le dire. Par conséquent, on peut considérer que la partie russe a pu avoir l'impression d'être dupée. C'est une chose qu'il faut accepter. En tout cas, il est toujours intéressant de connaître la grille de lecture de nos partenaires et amis. Ce n'est pas forcément la même que la nôtre, mais chacun a sa grille de lecture. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que naturellement, chacun doit essayer de comprendre la manière dont l'autre raisonne. C'est pour cela que j'ai accepté de préfacer cet excellent livre. Nous comprenons qu'il y a des malentendus. Il y a eu aussi quelquefois des responsabilités, dont je n'hésite pas à dire qu'elles étaient partagées. Par exemple, l'entrée de la Pologne dans l'OTAN a été acceptée par le président Yeltsin dans une conversation qu'il a eue avec Lech Walesa. Donc, bien sûr, on peut toujours incriminer la mauvaise volonté de l'Occident, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France même, après avoir découragé l'extension de l'OTAN vers l'Est. Mais quand le président de la Russie l'accepte, c'est extrêmement difficile de dire quelque chose de différent. Alors, chacun sait que c'est l'Allemagne qui souhaitait que la Pologne, la Tchécoslovaquie à l'époque, la Hongrie, entrent d'abord dans l'OTAN. C'était la première vague. Il y en a une deuxième qui était déjà plus problématique, puisque les Pays-Bas, la Roumanie, la Bulgarie touchaient les frontières, non pas toujours de la Russie, c'était le cas des Pays-Bas,
en tout cas de l'ex-URSS. Donc il y a des responsabilités qui sont quelquefois partagées. Quand Vladimir Poutine est venu au pouvoir parce que le président Yeltsin n'a pas souhaité se représenter une troisième fois, c'est bien ça, hein, eh bien, on ne peut pas dire que la confrontation était inscrite à l'horizon. Même il y a eu une période relativement amicale dans les relations entre la Russie et les États-Unis, quand le président Poutine a affirmé sa solidarité avec les États-Unis en 2001, après les attentats gigantesques contre le World Trade Center. Et les choses se sont ensuite gâtées, l'invasion de l'Irak, les révolutions oranges, déjà en Ukraine, en 2004. Il y a la conférence de presse du président Poutine à Munich sur la menace que l'OTAN faisait peser sur la Russie, qui a surpris tout le monde. Ça n'a d'ailleurs pas été considéré avec beaucoup d'attention, puisque ensuite il y a eu l'affaire de Géorgie, et un peu avant, me semble-t-il, il y avait eu à Bucarest une conférence de l'OTAN où il avait été question de l'extension de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, qui avait été repoussée à la demande de la France et de l'Allemagne. Donc les choses se sont gâtées, il faut le dire, à partir de la réélection de Vladimir Poutine en 2012, et avec l'évolution qui s'est produite en Ukraine du fait du partenariat oriental, projet poussé par l'Union européenne. Disons qu'à ce moment-là, j'en ai été témoin, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui pouvait être fâcheux. Et se sont greffés là-dessus les malentendus que j'évoquais tout à l'heure, puis le choix qu'a fait la Russie de privilégier ses intérêts stratégiques en organisant le rattachement de Sébastopol et de la Crimée. Il y a ensuite les incidents dans les régions du Donbass qui ont donné lieu à une tentative de médiation dans laquelle j'ai été impliqué, puisque je suis allé voir le président Poutine de la part du président de la République, et j'ai rencontré le président Poutine à Sochi au début de mai 2014. Puis tout ça a donné lieu à la mise sur pied du format de Normandie, aux accords de Minsk 1 et 2, et disons que nous en sommes là. Alors est-ce qu'on peut écrire cette histoire comme si c'était une histoire en quelque sorte bi-univoque entre la Russie d'un côté et les Occidentaux dans toute leur variété de l'autre? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, et c'est là que j'ai émis une petite divergence, mais qui est faite pour être résorbée, puisque j'ai encouragé M. Pouchkov à écrire un nouveau chapitre de son livre. C'est qu'il apparaît, il le dit lui-même, de nouveaux centres de pouvoir, ce qu'on appelle les pays émergents, et notamment la Chine. Et je pense que le XXIe siècle va se structurer autour d'une nouvelle bipolarité entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que les États-Unis considèrent que leur adversaire, c'est d'abord la Russie, beaucoup plus que la Chine? Je ne le crois pas. Parce que même s'il y a l'OTAN, qui est une structure organisée depuis longtemps, et même si finalement les États-Unis n'ont pas voulu se passer de l'image de l'ennemi qui avait été confectionnée pendant si longtemps, que finalement pour en construire une autre, c'était peut-être pas la peine. Tout ça c'est vrai, mais en même temps, regardez ce qui se passe avec la Chine. Le PIB de la Chine dépasse celui des États-Unis, 23 000 milliards de dollars contre 19 500. Et naturellement, pour un pays de 1400 millions d'habitants, qui croît beaucoup plus vite, 5 à 6% par an, que les États-Unis, que les autres pays occidentaux, naturellement, c'est là un élément qui remodèle l'ensemble et qui va nous obliger à réfléchir à nouveau, comme nous l'a suggéré d'ailleurs le président de la République, lors de, plus exactement après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Brégançon. N'avons-nous pas intérêt à nous rapprocher plutôt que de devenir les partenaires minoritaires d'un des deux empires qui aspirent à se partager l'hégémonie mondiale? Donc c'est une bonne question, et je crois qu'il faut y réfléchir. L'affaire de l'Ukraine obscurcit l'horizon. Je pense qu'il y a un moment qu'il faut saisir
Comme disaient les Grecs anciens, il y a le kairos, le moment opportun. Je pense qu'il existe, il ne faudrait pas laisser discréditer par une presse hostile le nouveau président de l'Ukraine, M. Zelensky. Je pense qu'il peut être une chance d'un accord dans un délai rapide, si on veut saisir le moment toujours fugitif où des choses sont encore possibles, qui demain ne le seront peut-être plus. Donc voilà, c'est une idée que je me permets d'avancer. Au fond, l'architecture de sécurité en Europe, mais je dirais, la Russie ne couvre pas que l'Europe, c'est un pays eurasiatique qui va jusqu'à l'Extrême-Orient, où les Cosaques ont porté la civilisation européenne au XVIIe siècle, jusqu'aux rives du Pacifique. Eh bien, est-ce que dans la perspective que j'évoquais, il ne faudrait pas réfléchir à ce que peut être la sécurité sur notre continent, mais aussi au niveau de l'Eurasie tout entière, puisque la Russie couvre quand même un gigantesque espace de 17 millions de kilomètres carrés. Donc il faut réfléchir non seulement au rapport entre l'Union européenne et la Russie, chacun sait que là-dessus les avis sont partagés, hein, il faut réfléchir aussi à ce que peut être la sécurité future de cet immense continent qu'on appelle l'Eurasie. Je ne mets pas l'Afrique dedans, c'est encore autre chose, mais ça mérite de fines spéculations, comme sait en faire le sénateur Alexei Pouchkov, dont je salue encore le travail que j'ai été heureux de préfacer. Merci. Bravo.